Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire avec ADO. Pour découvrir comment ADO améliore l'expérience client de ses sites e-commerce grâce au Knowledge Graph, donc les fameux graphes de connaissances. Je suis Eva Delier, Senior Marketing Manager chez Neo4j et je suis aujourd'hui avec Pascal Marie de chez Neo, notre responsable commercial, qui vous fera d'abord une brève introduction à Neo4j. Et nous avons bien évidemment avec nous Gaëtan Belbéoc qui abordera le cas d'usage d'ADO. Avant de commencer, quelques informations utiles. Je vous invite à poser vos questions par écrit dans le panneau questions-réponses, donc Q&A sur votre droite. Nous avons Nicolas Rouillère avec nous, notre expert technique, qui pourra répondre en direct à toutes vos questions Neo4j. Et nous prendrons quelques questions à l'oral à la fin avec Gaëtan. Ce webinaire est enregistré. Vous recevrez donc par email la copie de l'enregistrement et la présentation. C'est tout pour moi. Pascal, je te laisse commencer. Donc, bonjour à tous et bonne année. J'ai 3 minutes pour vous dire à quel point Neo4j, c'est de la dynamite. Alors, Neo4j, déjà, nous sommes une société suédoise. Nous sommes l'inventeur du graphe en mode natif. On travaille avec 90% des Fortune 500 à travers le monde et vous pourrez bénéficier d'une communauté de développeurs de 350 000 développeurs, dont 20 000 en France. Cette présentation est centrée sur la grande distribution, donc merci à Gaëtan de nous avoir fait l'honneur et le plaisir de témoigner. Mais on a également d'autres références que vous pourrez retrouver qui sont téléchargeables sur notre site web et qui sont en français, concernant eBay avec son moteur de recherche avec Context, concernant Aston qui est le premier fabricant de meubles sur le plan historique, un fabricant suédois, qui a lancé sa stratégie e-commerce avec le graphe, le Rail UK, qui pilote avec le graphe 50 prestataires différents et privés pour justement faire de l'optimisation de pricing entre un point A et un point B et optimisation des parcours. Gusto, une société anglaise qui livre 1 million de repas et à travers son moteur de recommandation, il peut répondre à ses clients en matière de goût, en matière d'intolérance. Et ils ont pour ambition, d'ici 2025, de livrer 400 millions de repas. Il y a d'autres cas d'usage également, donc sur la détection de la fraude à travers le paiement carte bleue, l'analyse d'impact, notamment sur les prix, quand vous allez d'un point A à un point B, par exemple de Chine à l'Europe, avec en fonction du conditionnement, on peut voir et optimiser les prix. L'optimisation de la logistique et également tout ce qui est identification des communautés à travers les opinion leaders et pour terminer, pour connaître son client à 360 degrés. On est capable également, à travers les solutions, soit de les proposer on-prem ou à travers le cloud. Et Gaëtan a choisi le cloud pour délivrer ses services. Alors, il y a 4 points majeurs que vous pourrez vivre à travers le graphe. Déjà, il faut savoir que quand vous mettez 1 euro avec le graphe, ça peut vous rapporter plus de 4 euros. Donc ça, c'est une étude Forrester qui en parle, qui est téléchargeable sur notre site. Avec les 4 points majeurs, c'est effectivement, on casse les manques de communication entre les business lines et l'IT, et on peut vraiment mettre au service du business à travers le graphe, donc vraiment à travers des projets métiers et des projets d'entreprise, plus d'agilité parce que l'innovation avec une échelle de temps très court permet aux décideurs d'adapter leur stratégie. À travers la base de données sans schéma, on peut aussi faire péter les silos et en plus, les modélisations qui sont faites sont à la fois robustes et durables et vous n'êtes pas obligé de tout réécrire alors que votre modèle s'est enrichi. Et pour terminer, on capitalise à la fois les connaissances et le patrimoine informationnel. Pour nous, la donnée est roi et surtout la relation entre les nœuds. Voilà, Gaëtan, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Pascal, pour cette introduction. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Bien. Donc, je vais vous présenter le cas d'usage que l'on a développé avec vous, avec Neo, depuis quelques années maintenant, au sujet du Knowledge Graph. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans l'e-commerce. J'ai travaillé 5 ans en Chine pour monter l'e-commerce pour L'Oréal, puis 5 ans au Brésil, où j'ai travaillé sur l'e-commerce et l'omnicommerce de Leroy Merlin Brésil. Et aujourd'hui, je suis au siège d'ADO pour travailler sur la plateforme qui permet au site de développer
son expérience client. Donc, on travaille en mode omnicanal avec à la fois les magasins et l'e-commerce. Rapidement, ADO, c'est un ensemble de sociétés, dont la plus connue est Leroy Merlin, mais il y a aussi Bricoman, Zodio, Weldom et un certain nombre de pure players aussi sur le monde de l'amélioration de l'habitat. Donc, on est le 3e mondial sur le marché de l'amélioration de l'habitat et le premier hors US, avec une présence internationale assez large, notamment Europe principalement, ensuite Russie, Amérique du Sud et Afrique du Sud. Sur le site Internet, en prenant l'exemple du site Internet France, aujourd'hui on est le 5e site e-commerce français et le premier en termes de performance depuis à peu près 1 an. On reste numéro 1 sur la performance du site avec justement l'appui de notre plateforme qui est composée d'un certain nombre de bases de données et sur laquelle on est tous dans le cloud et qui nous permettent d'avoir une très bonne résilience et d'avoir un taux de disponibilité très, très haut. On a eu des challenges très importants sur les 2 dernières années où on a lancé la marketplace au sein d'ADO, ce qui a fait évoluer la gamme produit en la multipliant par 4 et ainsi que la diversité produit qui est très importante chez nous. Contrairement à d'autres acteurs qui ont une gamme plus homogène, dans le domaine du bricolage, on a des produits qui vont de la vis à la cuisine équipée complète. Donc, on doit gérer une grande complexité de produits. Ça, ce sont nos défis. Principalement, l'équipe que j'opère, elle travaille sur la navigation et l'e-merchandising, les moteurs de recommandation et l'expérience de recherche. C'est une petite centaine de personnes composées à la fois d'ingénieurs, de spécialistes du produit et de marketing. Donc, nous sommes organisés en stream, c'est-à-dire que c'est un ensemble de feature teams qui travaillent sur un sujet donné de bout en bout. Donc, on a un team, par exemple, navigation et catégorie, qui ont plusieurs équipes, front, middle et back, qui vont travailler sur un ensemble de fonctionnalités liées à la navigation sur le site et aux catégories. Et ensuite, on a des équipes qu'on appelle équipe enabler, dont le Knowledge Graph fait partie. Donc, on appelle le DIY Knowledge Center, qui sont là pour pouvoir appuyer ces équipes-là. Donc, par exemple, le Knowledge Graph, comme je vais vous le montrer tout à l'heure, il va appuyer les équipes de la stream Search and Intent et de la stream Navigation et catégorie. Alors, principalement, le but de Leroy Merlin, c'est d'aider les clients dans leurs projets. Donc souvent, ils ont, là c'est un peu extrême, mais c'est pour montrer, imaginons un client a un projet chez lui, il a racheté une nouvelle maison, c'est souvent le cas, puisque la plupart de nos clients sont propriétaires, et ils veulent transformer une pièce en une autre. Et pour arriver là, il y a un nombre de produits très important, et surtout un engagement avec ces produits qui est complexe parce qu'on peut assez difficilement venir changer le carrelage une fois qu'on l'a posé. Ça va rester dans la pièce pendant un certain temps et c'est souvent complexe à mettre en œuvre. Ça va dépendre de nombreuses situations, du matériau qu'il y avait avant, de la pièce. Là, c'est une pièce humide, par exemple, il faudrait du carrelage pour pièce humide, sinon ça va glisser et ainsi de suite. Donc, c'est une grande complexité. Donc souvent le point fort de Leroy Merlin dans les magasins, c'est des vendeurs qui sont compétents. Il y a un taux de rotation des vendeurs qui est très faible, donc il y a un grand niveau de connaissance de la part des vendeurs, ce qui est assez difficile à reproduire sur le site pour le cas que je viens d'expliquer. Donc par exemple là on pourrait dire que de manière assez simple on aurait besoin de carrelage, puis de colle à carrelage, et puis ensuite, bon c'est de manière très simple, hein, ça peut être le particulier qui va le faire lui-même. Donc, on va peut-être lui proposer des vidéos ou des tutoriels pour comment poser son carrelage. Mais peut-être qu'on va aussi lui proposer un service. Donc, on a un réseau d'artisans. Ou alors aussi un site de jobbers hein, qui vont pouvoir l'aider s'il veut juste un coup de main. Après, lorsqu'il va faire son projet, il aura peut-être besoin de protection, de protéger son sol ou
d'équipements de protection, et ainsi de suite. Et on peut continuer comme ça. Là, c'était un exemple d'un projet carrelage, mais il y a des milliers de projets différents qui combinent des produits, qui combinent des services, et qui combinent aussi des tutoriels, des éditos, des vidéos. Tout ça, en fait, ce qui est assez complexe, c'est que dans notre organisation, on a un très grand nombre de personnes qui bossent dans des départements, donc forcément un peu des silos d'information. Même si chez ADO, on a une structure qui est plutôt horizontale, donc on a une communication assez simple. C'est pas très facile de savoir où trouver l'information, et les données sont clairement pas connectées. Donc, on a nos fournisseurs qui connaissent très bien leurs produits, la centrale d'achat qui connaissent bien, qui savent bien structurer les produits pour les vendre, le marketing, les marques propres, le big data, la voix du client qui est un peu la CRM, l'UX et ainsi de suite. Tous des départements qui ont des informations très utiles pour choisir les produits, mais qui ne sont pas connectés aujourd'hui. Donc, notre défi, tel qu'on l'entend, c'est d'orchestrer la connaissance de l'entreprise pour tenter de fournir la meilleure réponse aux problématiques des habitants. En 2019, on a décidé de lancer cette plateforme internationale. Avant, c'était chaque pays travaillait sur son site e-commerce avec des moyens un peu plus forts. Moi, depuis un certain nombre d'années, je travaillais déjà sur l'organisation, le merchandising et le search des sites. Et je me suis dit que j'allais commencer avec mon équipe à aller creuser quelles étaient les best practices pour pouvoir aller plus loin. Parce qu'on avait un certain nombre de catégories. On avait plus de 10 000 catégories au Brésil, ce qui nous permettait d'atteindre un niveau de visibilité sur l'Internet qui était très fort. Et on se demandait comment on pouvait accélérer les choses pour pouvoir amplifier encore ce niveau ce nombre de catégories visibles, et surtout l'organiser de manière simple et intuitive. Donc, on a découvert un peu le sujet de la taxonomie. On a été à Londres sur un événement spécialisé sur la taxonomie, auquel on a découvert en fait une façon de structurer l'information, des normes et autres. Et ma voisine de table était chez Amazon, et en discutant, on m'expliquait que chez Amazon, ils avaient des centaines de taxonomistes qui travaillaient en binôme avec des experts métiers et de la data pour pouvoir aider à structurer l'information pour l'e-commerce. Donc, le reste des participants, c'était plutôt des organismes gouvernementaux qui géraient les structurations d'impôts, des règles et autres. Donc, c'était beaucoup moins digital. Mais néanmoins, ça a mis pas mal la puce à l'oreille pour voir comment, pour aller en creuser un peu plus. On a été ensuite à un forum sur le search à Berlin, le search interne. Et puis, on a travaillé aussi avec l'INRIA qui a développé un knowledge graph expérimental à l'université de Saclay. Et on a travaillé avec eux pendant un certain temps pour comprendre un peu comment on pouvait commencer à défricher un peu le knowledge graph. Ensuite, par des rebondissements, on a découvert un forum international qui est porté sur le domaine de l'information retrieval. Donc, c'est le domaine de la récupération d'informations, ce qui touche au search, à la navigation. C'est un forum de scientifiques qui se retrouvent une fois par an dans un des pays du monde. Et c'est avec un peu de chance, c'était la première fois que ça arrivait à Paris. Donc, je suis rentré dans le programme committee, et du coup, j'ai pu partager avec un très grand nombre de chercheurs qui sont dans chacune dans la plupart des grosses entreprises comme Walmart, Google, Apple, Zalando, Microsoft, eBay et autres, et qui travaillent sur ces problématiques d'améliorer le moteur de recherche et la navigation. Ça nous a donné beaucoup d'informations sur comment ils faisaient pour pouvoir améliorer la problématique des moteurs de recherche e-commerce, où en fait, il faut se rendre compte qu'on a très peu de données sur les produits. Ça veut dire que si on a 40 000 perceuses, souvent, on va avoir 5 ou 10 mots sur le titre, avec marqué perceuse. Et pour le moteur de recherche, c'est très difficile de distinguer la première de la 40 millième, puisqu'elles ont tous le mot perceuse dans leur descriptif, et à peu près les mêmes caractéristiques. Donc, l'idée a été donc on a découvert un peu le sujet du knowledge graph, qui était quand même assez flou au démarrage. On sait que ça a été lancé par Google en 2012.
On a vu une présentation de Lunadong là, à Paris lors de cet événement qui présentait toute leur innovation au sujet du Product Graph qu'ils avaient lancé en 2017 et les avantages que ça permettait en termes de moteur de recherche et de recommandations. Ensuite, on a discuté avec des camarades de Zalando qui ont lancé aussi leur Fashion Knowledge Graph en 2018. On a vu Airbnb aussi découvert sur Internet qu'ils avaient lancé leur taxonomie et qu'ils avaient travaillé sur un Knowledge Graph pour pouvoir proposer des expériences sur Airbnb et améliorer la recherche. Donc, on voit ici une partie de leur taxonomie. C'est quelque chose qui est dissocié de ce qui est présenté sur le site Internet. C'est-à-dire que quand vous allez sur Airbnb, vous n'allez pas forcément voir les Place of Worship. Ça veut dire que Place of Worship, ça va être la Mecque ou autre. Mais par contre, ça va faire partie des lieux dans leur taxonomie qui va peut-être permettre de suggérer à des personnes qui iraient choisir un village à côté de la Mecque. On va leur proposer peut-être un autre village de l'autre côté, s'il est plein, parce qu'on va comprendre que derrière ce village, en fait, la personne en question cherche à faire un pèlerinage, par exemple. Je vais ensuite parler, du coup, de notre premier sujet, qui a été l'amélioration de la catégorisation. Il y a beaucoup de débats sur comment on catégorise les produits chez Leroy Merlin, parce que les produits peuvent être utilisés par différentes personnes de différentes façons. Si je suis un novice, je ne vais pas forcément comprendre les produits de la même manière. Si je suis un spécialiste, j'aurais envie qu'on m'explique, qu'on me décrive les produits de manière technique. Si en interne, je vais les voir d'une certaine façon, en externe d'une autre. Donc, il y a un fort débat sur comment je vais pouvoir organiser la navigation sur le site. Et probablement que chacun a un petit peu raison. Il n'y a pas forcément une bonne manière de naviguer sur le site ou de structurer la navigation. Du coup, ça nous a permis de réfléchir et de se dire que nous allons organiser des taxonomies qui peuvent être structurées de différentes façons et une navigation sur le site qui va être différente. Les deux seront liés, mais on peut aller dans le détail, être très précis dans une taxonomie, et puis se dire que ça ferait trop long pour le navigateur, enfin pour le visiteur, d'aller sur 5 menus sur le site. On peut avoir aussi une navigation qui pourrait être simplifiée sur le mobile, et ainsi de suite. On peut avoir différents partis pris de navigation tout en gardant une structuration produit organisée en interne. Et ça va nous apporter beaucoup de facilité ensuite sur le moteur de recherche. Donc, on a mis en place une démarche de taxonomie. On a embauché un taxonomiste qui a travaillé avec des workshops un peu en mode UX avec différents corps de métier, les spécialistes, les acheteurs, les merchandisers et ainsi de suite, pour aider à structurer correctement tous les produits qu'on avait. On a commencé par le catalogue produit qui était le plus important, et ensuite on a continué sur différents autres catalogues comme nos contenus, nos éditoriaux, nos services, et puis les couleurs, les matériaux et ainsi de suite. Mais c'est une démarche aujourd'hui qui est faite de manière continue. C'est un petit peu comme un mind map. Donc on utilise un outil qui s'appelle Poolparty, qui est assez intuitif et qui permet de travailler au standard de la taxonomie. Et c'est important de se dire que les standards de la taxonomie, ils sont utiles surtout si on veut pouvoir ensuite interopérer avec un certain nombre de partenaires et également pouvoir traduire. Parce que la taxonomie, c'est un petit peu comme la Wikipédia. On écrit un concept dans une langue, ça s'appelle des concepts, c'est des entités, hein, et on peut le traduire dans d'autres langues. Ce qui veut dire que ça va faciliter beaucoup le travail pour un site international. Quand on a dû lancer l'Italie l'année dernière, ils ont juste eu à traduire des termes, et puis le site a été directement puissant, avec une performance importante sur le search et la navigation. Donc là, on voit par exemple qu'on a des gants, ensuite qu'on a ce qu'ils appellent un narrower term, c'est un sous-ensemble des gants de jardinage, des gants de mécaniciens. Ensuite, ces gants, ils sont liés avec des marques. Donc, il y a aussi des taxonomies des marques qui sont liées, et ainsi de suite. Donc, on a commencé à travailler et à structurer
une taxonomie, donc une hiérarchie en fait de produits, de marques et ainsi de suite, de manière propre et de manière collaborative. Quoi d'autre? Ensuite, un des gros challenges qu'on a dû travailler, c'est la mise à jour de nos produits. On a des produits qui sont mis à jour tous les jours de manière sans qu'on soit au courant. Tous les jours, des nouveaux produits, des nouvelles marques ajoutent des produits sur le site de Leroy Merlin ou dans les magasins, retirent des produits de la vente. On a aussi des produits qui sont disponibles en magasin dans le nord, puis ensuite retirés de magasins dans le sud. Enfin, il y a des stocks qui peuvent varier, il y a la livraison en 2 heures. Les magasins peuvent accepter, décider d'offrir un service de livraison 2 heures ou de retrait 2 heures plutôt dans leur zone de chalandise. Et du coup, tout un certain nombre de données chaudes ou froides sur les produits varient quotidiennement et de manière complètement dynamique. Donc, il est très, très difficile de maintenir un lien entre une catégorie et les produits qui sont à l'intérieur manuellement. Parce qu'aujourd'hui, on a plus d'1 million de produits. Et ça, comme je vous l'ai dit, ça grandit très vite. On était à 300 000 il y a 1 an et demi. Maintenant, plus d'1 million. Je pense qu'on va continuer à grandir très vite avec la marketplace. Donc, c'est impossible de mettre à la main des produits dans des catégories. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un moteur de règles qui permet d'associer des produits dynamiquement à des catégories. Donc, si par exemple, on va avoir un marteau pour charpentier, on va prendre le modèle des marteaux et se dire un marteau qui a une fente à l'arrière, c'est un marteau pour charpentier. Donc, on voit que là, il y a une petite règle, marque du produit différent de. Ça, c'est l'interface interne. Ça nous permet, donc là, on a un autre partenaire qui est MongoDB, et on crée ces règles-là qui sont mises à jour en temps réel en fonction des données chaudes et froides qui arrivent. Et ces règles, elles sont travaillées avec des experts métiers. Moi, je suis bien incapable de savoir ce que c'est qu'un marteau de charpentier, mais par contre, la personne en question, experte sur le sujet, va travailler, voire modifier et mettre à jour la règle pour qu'elle soit le plus pertinente possible. Et c'est ça la première étape qui a permis de peupler notre knowledge graph. Ça a été la première étape du knowledge graph. Donc ensuite, on a stocké ces hiérarchies avec les produits qui s'en rattachaient. Et surtout, la complexité, c'est de mettre à jour tout ça. C'est-à-dire que les produits changent en temps réel, leur affectation peuvent changer en temps réel. Si on va changer une marque, si on rajoute, si un spécialiste dit que finalement, il va rajouter une règle pour les tondeuses, pour les jardins de plus de 1000 m², il va rajouter par exemple les robots, ou alors il va modifier une règle, automatiquement, ça va requêter les produits qui sont disponibles et ça va les mettre à jour. Et ça nous a créé un graphe assez important au départ, et on a dû travailler en mode itératif pour pouvoir affiner la performance de notre knowledge graph et savoir comment on allait l'utiliser et le requêter. Parce que si on le met à jour en permanence avec des millions de données chaudes et froides, ça peut être un gros challenge, et il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on a besoin et quels sont les cas d'usage qu'on va tirer avec le knowledge graph pour se dire à quoi on limite l'organisation et le design de ce graphe pour le faire évoluer en fonction des besoins. Donc on a travaillé un peu la première année. On avait déjà une stratégie de cloud, donc on était entièrement dans le cloud chez GCP, avec nos partenaires étaient aussi dans le cloud. Et c'est à ce moment que Neo a commencé à lancer son service SaaS. Et nous, on avait essayé déjà d'opérer le graphe entre guillemets à la main. Et là, on s'est dit que c'était une très bonne opportunité de construire un partenariat. Et on a commencé notre partenariat avec Neo réellement à ce moment-là, en passant sur Aura. Et on peut dire que c'est vraiment là que le knowledge graph a commencé à prendre de l'ampleur. Avant, il y avait de nombreux problématiques techniques de mise à jour, de complexité, parce qu'on n'avait pas forcément les compétences pour pouvoir modifier, tuner les clusters et autres. C'est pas notre cœur de métier. Nous, on est plutôt des développeurs, une équipe de développeurs et de business avec une culture DevOps, mais on essaye d'utiliser le maximum des outils en mode SaaS pour déporter entre guillemets la connaissance des clusters vers nos partenaires,
et puis nous, s'occuper plutôt sur la partie requête et optimisation des performances. Donc là, rapidement, aujourd'hui, on a 2 millions de nœuds et 6 millions de relations. On avance de manière précautionneuse parce qu'on veut s'assurer que le graphe apporte de la précision et de la qualité. On ne veut pas qu'il y ait des millions de nœuds, mais qui soient un peu n'importe comment, avec des relations assez peu précises, parce que ça gâcherait comment dire, la stratégie qui est mise en place. C'est une stratégie aussi où on doit convaincre et expliquer. C'est pas forcément simple parce qu'on n'est pas Airbnb ni Google. Donc, on est dans une entreprise qui est une entreprise de bricolage. Et c'est des concepts qui sont assez théoriques. Donc, il vaut mieux qu'on puisse expliquer et montrer clairement la précision de ce que ça apporte, plutôt que de risquer d'avoir un monstre dans lequel on ne puisse pas contrôler la pertinence. Donc, voilà un petit peu. Aujourd'hui, aussi, ce graphe, il est mis à jour au fil de l'eau. Donc, on a des fils Kafka qui, à chaque fois qu'il y a un événement, par exemple un produit qui a plus de stock ou une marque qui change, ou enfin n'importe quel élément qui va changer, ça va modifier le graphe au fil de l'eau pour que comment dire, les informations soient les plus proches de la réalité possible. Donc, l'équipe a travaillé sur une architecture dans laquelle on se connecte aux API de Poolparty. Poolparty, c'est simplement l'outil qui nous permet de maintenir nos hiérarchies. C'est un peu comme un mind map avec un format une espèce de hiérarchie avec un format propre à la taxonomie. Donc, on rentre toutes les modifications qu'il y a de la taxonomie. On rentre aussi toutes les informations des produits ou des éditoriaux ou autres, tous les nœuds qui vont composer le graphe. Et donc, la structure plus les produits avec nos règles internes qui sont appliquées. Par exemple, la règle que je disais tout à l'heure, un marteau dont la forme, dont il y a une fente sur le côté extérieur, c'est une des caractéristiques du marteau, ça va le lier automatiquement à la catégorie marteau pour charpentier. Donc, tout ça, c'est dans le Semantic Event Producers qui va travailler pour pouvoir peupler le graphe et le stocker du coup chez Neo. Du côté externe, on va utiliser le graphe. Donc, pour nous, c'est un enabler, c'est-à-dire que c'est une équipe qui travaille au service des streams, notamment la stream search et la stream recommandation. Donc, à chaque fois qu'il y a un use case, la stream en question va se connecter avec le knowledge graph à travers d'un projection engine qui est en gros une base de code où ils vont travailler sur récupérer les données du knowledge graph pour pouvoir les transmettre de manière synthétique et appropriée à l'équipe en question, sous forme de fil Kafka ou d'API. Alors, quelques cas d'usage avec le knowledge graph. Le plus important, c'est de démarrer avec des cas d'usage, parce que si on n'en a pas un très concret, eh bien, on risque de créer un monstre et de perdre beaucoup de temps et dans la complexité. Donc, c'est important d'avoir un vrai cas d'usage qui nous drive. La taxonomie, le premier cas d'usage qu'on a eu avec la taxonomie, c'était séparer l'organisation de la navigation sur le site et l'organisation des produits en interne. Mais ça, ce n'était que de la taxonomie, que de la classification. Le knowledge graph, on a commencé réellement à s'en servir pour le search, pour le moteur de recherche. Un moteur de recherche, c'est assez complexe parce que dès qu'on on a un grand nombre de synonymes possibles qui peuvent être en plus en conflit. Donc, on a aussi des produits qui sont très homogènes. Donc, la description des produits, souvent, on ne la contrôle pas. C'est les fournisseurs qui l'envoient ou alors, et elle est assez similaire. Donc là, par exemple, si on veut pouvoir avoir sur cet exemple, c'est un exemple un peu humoristique, mais voilà, les WC, les toilettes, ils ont un certain nombre de synonymes. Si vous tapez chiotte sur le site de Leroy Merlin, vous allez trouver. Bon, ça, c'est assez facile parce qu'on pourrait dire qu'on intègre un synonyme. Mais par exemple, si vous allez taper une requête qui va être chiotte japonaise, vous devriez trouver des toilettes japonaises. Parce que, si vous voulez, le knowledge graph récupère le concept de toilette. Et dans un concept, au sens du knowledge graph, c'est dans une entité
La taxonomie permet d'y rajouter plusieurs alternate labels dans chaque langue. Ça veut dire que j'ai peut-être toilette, WC, chiottes et ainsi de suite, qui sont des alternate labels français du concept de toilette. En italien, j'ai le même concept. C'est comme la Wikipédia, c'est le même concept. Il y aura peut-être d'autres alternate labels. Un alternate label, c'est un genre de synonyme local. Et comme le lien avec les produits dans le knowledge graph a été fait, c'est comme si on injectait dans chacun de ces produits une description avec tous ces synonymes. Donc, imaginons qu'il y a un WC où le titre, ça soit la pack WC à poser, et ben ça va se transformer par pack chiottes à poser, pack et donc à chaque fois ces synonymes vont être ajoutés pour enrichir les produits et ça va permettre du coup un bien meilleur travail sur le search. Un autre sujet aussi sur le search, c'est que certaines fois, on va avoir des problèmes pour identifier de manière claire ce que recherche le client. C'est-à-dire que si on tape plan de travail vernis ou vernis plan de travail, et ben là, on a deux produits qui sont complètement différents. Mais pour le moteur de recherche, sans le graphe, lui, il va regarder, il va essayer de trouver dans les titres des produits le mot vernis, le mot plan et le mot travail. Donc, on va avoir un melting pot de produits qui seront mélangés un petit peu entre des vernis et des plans de travail. Alors que grâce au Knowledge Graph, on a connecté aux produits les concepts auxquels ils appartiennent. Donc, par exemple, le plan de travail, on sait que plan de travail vernis qu'il y a sur le premier exemple, on sait que c'est un plan de travail. Donc, on peut donner un boost, on peut donner une importance plus forte au mot plan de travail. En fait, on va détecter, lorsque le client tape sa requête, que dans sa requête, il y a un ou plusieurs concepts du knowledge graph et on va prioriser celui qui est le premier. Donc, ça permet de dissocier les deux. Un autre exemple, encore sur le search, nous, on essaye de guider le client. Donc, un petit peu comme le ferait un vendeur en magasin. Là, c'est pour montrer la puissance du knowledge graph à l'international. Comme la taxonomie, elle est faite de manière internationale, là, en italien, on aura la même possibilité qu'en français. Il suffit il suffit de traduire les concepts français, un peu comme la Wikipédia, pour pouvoir avoir automatiquement la puissance du knowledge graph sur le search italien. Donc, quand on a déployé le search italien l'année dernière, normalement, c'est un process qui est très long parce qu'on doit fine-tuner le moteur de recherche, l'installer, c'est vraiment l'adapter à la langue. C'est un process qui peut durer des mois avant que la performance du moteur de recherche soit bonne. Là, en une quinzaine de jours, la pertinence du moteur de recherche italien était largement supérieure à l'ancien. Donc, l'exemple pris, c'est qu'on souhaite faire comme un vendeur. Ici, Cesta, c'est un panier. Donc, le vendeur, le client arrive et puis cherche un panier. Chez Leroy Merlin, on a une dizaine de types de paniers différents. Vous pouvez regarder sur le site en français, en tapant panier. Vous allez voir qu'il y a des suggestions, et ces suggestions, ils sont liés au knowledge graph. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément... On va poser quel type de panier vous voulez. D'une manière plus générale, ce qu'on fait, c'est de la reconnaissance d'entités dans la requête du moteur de recherche. Donc, le client le tape. On va essayer de détecter si on trouve des concepts de taxonomie et surtout, quelle taxonomie il s'agit. Est-ce que c'est un produit? Est-ce que c'est une marque? Ou est-ce que c'est une couleur, par exemple? Ça nous permettra de savoir l'importance et l'ordre de ce qu'on va répondre, ce dont on va répondre. Voilà, donc l'idée, c'est là, c'était un exemple un peu brut. Vernis, plan de travail, plan de travail vernis. Vernis et plan de travail, on détecte que ce sont un concept de la taxonomie produit. Donc, c'est celle qu'on va mettre. Je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé du sujet. Je pense qu'on peut déjà, aujourd'hui, c'était en développement il y a un mois, mais aujourd'hui, c'est déjà fonctionnel sur les marques. Là, par exemple, quand on tape vernis chaîne sur le site, vous pourriez essayer. Je pense qu'on va vous proposer vernis définition chaîne. Donc, on a compris que chaîne et vernis, ce sont deux concepts différents. Et on va pouvoir intégrer des mots au milieu
parce qu'on a compris que c'était deux concepts du knowledge graph différents. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre et de structurer ça. Donc ça se fait avec le métier, c'est-à-dire que, par exemple, sur les marques ou sur les couleurs, si dans vos produits, vous avez des produits où il y a des couleurs différentes qui peuvent être des couleurs un peu marketing ou des variantes de couleurs, on va dire qu'il peut y avoir plein de types de rouge. Quand quelqu'un va taper une peinture rouge, s'il n'y a pas de knowledge graph derrière, le moteur de recherche ne sera capable de retrouver que les produits dont la couleur est explicitement marquée comme rouge. Alors que s'il y a une taxonomie des couleurs derrière, on va pouvoir dire qu'il y a un rouge, et en dessous d'un rouge, il y a différentes sous-couleurs rouges, je ne sais pas moi, Bordeaux, et ainsi de suite, parce qu'on a la connaissance, nous, on sait que Bordeaux, ça fait partie c'est un type de rouge. Donc, si on a décrit ça dans la taxonomie et qu'on l'a connecté au produit à travers le graphe, et ben lorsque le client va taper un rideau rouge, il va peut-être voir également apparaître des Bordeaux. Alors, ça paraît tout bête, parce que nous, on sait que Bordeaux, c'est la couleur rouge, mais c'est pas simple, parce que le moteur de recherche, il va sans avoir la connaissance du graphe, il ne peut se baser que sur ce qui est écrit textuellement. Et si la couleur est marquée comme Bordeaux, et ben, en français, Bordeaux, c'est pas du tout les mêmes caractères et les mêmes textes que rouge. Donc, il n'apparaîtra pas. Donc, ça, c'est ce genre de concept qu'il faut comprendre. Ça pourrait être la même chose avec les plastiques. Par exemple, je vais chercher quelque chose en plastique, mais moi, je sais pas que le plastique, Enfin, moi, je sais que le plastique, le PVC, c'est du plastique. Mais par contre, le moteur de recherche, il va regarder plastique et il va rien trouver en plastique. Donc, tout ça, c'est un travail qui est de l'amélioration continue. Et en fait, on va travailler avec, par exemple, l'analyse des résultats, des zero results. Donc, on va voir les logs du moteur de recherche, voir toutes les pages, toutes les requêtes qui n'ont pas donné de résultats. Et on va, avec le métier, comprendre pourquoi ça n'a pas donné de résultats. Et c'est comme ça qu'on va identifier, par exemple, qu'il y a des gens qui cherchent des tuyaux en plastique et qu'en fait, on en a, sauf que ça s'appelle des tuyaux en PVC. Et que c'est comme ça qu'on va travailler pour structurer et améliorer cette taxonomie. Un autre sujet qu'on a commencé à travailler, qui n'est pas encore visible sur le site, c'est travailler sur le cross-sell, donc les recommandations produits. Aujourd'hui, les recommandations produits sont faites à partir d'algorithmes de data science, mais plutôt sur des corrélations d'achat. Ça veut dire que sur une recommandation de produits complémentaires, on aura des produits qui sont relativement cohérents, mais un petit peu mélangés. Ce qu'on aimerait bien, c'est avoir un peu de contexte pour être un peu comme un vendeur ou alors comme une recette de gâteau, plutôt que dire vous aurez besoin de. Généralement, les clients qui font ce gâteau, ils ont acheté des œufs et de la farine. Nous, on aimerait bien vous dire qu'on aura besoin de 3 œufs, de farine et peut-être de sel et de poivre. Même si le sel et le poivre, les clients en ont déjà et qu'on n'en vend pas, c'est important de le mettre. Donc, l'idée, ce qu'on structure, c'est aujourd'hui, c'est des types de relations. Dans le monde de la taxonomie, ça s'appelle des ontologies. C'est tout simplement un type de relation. Par exemple, un produit, au lieu qu'il soit lié avec un autre produit, on peut dire que son lien, c'est de type accessoire ou c'est de type consommable. Et ça, c'est des types de liens qu'on va normer et qu'on va détecter pour pouvoir ensuite travailler sur une présentation des recommandations produits qui soient plus logiques, qui soient un peu plus logiques, comme si c'était un vendeur qui nous le présentait. Voilà. Après, on a un challenge de faire grandir le knowledge graph parce qu'aujourd'hui, on le fait de manière assez précautionneuse en travaillant bien les concepts, en s'assurant qu'on n'a pas d'incohérence à l'intérieur, mais il faut aller plus vite. Et on a commencé à travailler, par exemple, à certains de ces problématiques-là. Comment est-ce qu'on peut identifier plus d'entités qui vont nous servir notamment au search, parce que plus on a d'entités, plus on a de manières de décrire les produits connus, plus on arrivera à donner des bons résultats sur le moteur de recherche. Comment est-ce qu'on peut identifier plus de labels, ça veut dire plus de synonymes locaux, sur plus de différentes façons de parler. Ça peut être un mot, une phrase qui identifie une chose, un produit. Comment est-ce qu'on peut aider à lier les produits entre eux, à lier les produits à des entités? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se base principalement sur des règles définies par des experts métiers, mais sur certains concepts un peu moins précis, on voudrait s'appuyer peut-être sur des algorithmes
de machine learning ou autres qui nous permettraient de détecter des produits qui ont le même style ou ou ainsi de suite. Et identifier des nouveaux types de liaisons et lier les entités entre elles. Donc, principalement, c'est les challenges qu'on a pour pouvoir augmenter le knowledge graph. Aujourd'hui, on commence à le travailler avec une startup spécialiste en NLP. En fait, finalement, on leur donne à manger, par exemple, toutes les requêtes qu'on a sur le moteur de recherche, donc les logs, tous les éditos et les vidéos qu'on a, pour qu'ils analysent le texte et qu'ils voient si on ne parle pas de sujets qu'on n'aurait pas encore identifiés sur le knowledge graph. Et ils font ils appliquent des algorithmes qui vont se matcher avec le knowledge graph qu'on a aujourd'hui. Donc, surtout avec la taxonomie, pour pour voir s'il n'y a pas des nouveaux labels ou des nouveaux concepts qu'on n'aurait pas. Imaginons qu'il y a un nouveau type de tournevis qui existe, ou en tout cas un type de tournevis qu'on n'a pas identifié, que le métier a oublié. On pourrait le détecter dans ce que les clients ont recherché sur le moteur de recherche ou les éditoriaux ou ainsi de suite, ou même sur le web. Donc là, dans les premiers tests qu'on a fait, on a récupéré à peu près 200 000 concepts et labels. Et l'idée, bien sûr, c'est de le faire avec ce qu'on appelle human in the loop. Ça veut dire que c'est des algorithmes qui sont puissants, la NLP, mais nous, ce qu'on veut, c'est garder une certaine propreté dans le knowledge graph. Donc, il y a des algos hier, mais il y a beaucoup un mélange d'algos hier. Hier, c'est information retrieval. C'est des algos qui sont plutôt liés au monde des algorithmes de moteurs de recherche, par exemple. Donc, ça va être, il y a un certain nombre d'algorithmes qui existent dans le domaine de l'information retrieval. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de mélanger différentes manières pour pouvoir récupérer plus de suggestions. Ça pourrait être des algorithmes très simples. Hein. Il y a des algorithmes de stemming, par exemple, pour voir s'il y a des fautes d'orthographe. S'il y a des gens qui écrivent souvent mal le même nom d'un produit, c'est intéressant de l'intégrer comme alternate label. Donc, parce que ça va être injecté à tous les produits similaires et du coup, ça va permettre à ces produits de remonter beaucoup plus facilement. Donc voilà, en fait, là, on a une interface en interne aussi qui permet très facilement au business de cliquer pour valider toutes les suggestions qui sont faites. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit peu de gamification aussi. Ça veut dire qu'on se connecte avec son LDAP et puis tous les business peuvent valider. Donc eux, s'ils connaissent, c'est leur département, ils sont dans la quincaillerie, ils vont voir plein de suggestions de nouveaux concepts ou d'alternate label ou ainsi de suite, et ils vont juste cliquer pour valider ou refuser. Et plus ils cliquent, plus ils gagnent des points et plus ils ont de chances de gagner un lot. Donc ensuite, un gros point, enfin je pense que c'est un des derniers points qui est pour nous très utile. Donc nous, on est une société qui est internationale, mais qui n'est pas anglo-saxonne. Donc c'est un peu compliqué parce que on est un peu comme l'Union européenne, on a plein de petits pays qui ont tous toutes les langues différentes, et c'est c'est assez compliqué, quoi. Donc le knowledge graph, il nous facilite beaucoup la vie, car on commence à structurer en français parce que les experts métiers la France, c'est le pays initial de Leroy Merlin. Donc la plupart des gens qui sont experts métiers, on travaille avec eux en proximité avec la France. Par contre, les Espagnols, ils peuvent très bien rajouter des concepts auxquels on n'aurait pas pensé, l'équipe française n'aurait pas pensé. Mais un peu de la manière de la Wikipédia, il y a des concepts qui sont créés en France et qui sont traduits en anglais après, ou inversement, des concepts allemands qui sont des personnages allemands qui peuvent être traduits et autres. Et ça, c'est super. Donc, ça nécessite une gouvernance assez forte pour que ça reste propre et international. Mais c'est puissant parce que une nouvelle BU toute petite qui n'avait pas les moyens de s'offrir une équipe peut très facilement démarrer avec un très bon niveau de pertinence sur son site, rien qu'en traduisant. Et ensuite, si quelqu'un dans l'environnement international a une idée de rajouter un concept, il peut le faire. Et ça peut être ou non traduit dans les autres pays en fonction de leurs besoins. Donc ça, c'est vraiment un gros plus du knowledge graph. Et voilà, je viens de finir ce que j'ai à vous raconter. N'hésitez pas à me poser des questions. Je serai heureux de faire ce que je peux pour y répondre. Alors,
au niveau des questions, la première question que j'ai, c'est est-ce que vous mesurez la satisfaction des utilisateurs face aux moteurs de recherche? Oui, tout à fait. Donc il y a plusieurs méthodes pour le faire. Nous, on a, comment on appelle ça? On travaille au maximum avec la pertinence. Donc ça, c'est le cœur de notre équipe. Donc on a, comment on appelle ça des judgment lists en anglais. Ça veut dire qu'on a une interface pour le business qui va lui permettre de noter les résultats pour les requêtes. Donc, on a par exemple un subset de 10 000 requêtes et ils vont noter, ils vont cliquer pour juger, en fait, apporter leur jugement sur. Imaginons que je cherche une perceuse pour béton. Bon, là, je vais plutôt choisir des gens qui sont experts sur le domaine. Ils vont me dire il y a une ponceuse en premier, je mets 0. Il y a une perceuse en deuxième, mais je vois qu'elle n'est pas à percussion, donc je mets 1 ou 2. Et ils vont juger. Et en fait, lorsqu'on modifie l'algorithme, eh ben, on rejoue tous les jugements qui ont été faits pour voir s'il y a une amélioration ou pas. Et donc, sur ces scores, cette base humaine de vote, on découle des indicateurs de précision. F1 score et autres qui permettent de mesurer l'impact de ces changements sur le global. Et c'est très important parce que sur le moteur de recherche, on peut très bien bidouiller quelque chose localement et avoir l'impression que ça marche. Et en fait, ça va casser notre requête. Donc, c'est indispensable. Et on travaille avec toute l'équipe et travaille avec une méthodologie qui s'appelle Extreme Programming. Donc, ils font aussi sur le search ce qu'ils appellent du test-driven développement avec ces jeux de liste de jugement. Et après, bien sûr, qu'on teste aussi le taux de transformation, on regarde le taux de rebond et des pages résultats et autres. Ok, merci. Donc une autre question. Avant que vous fassiez appel à la start-up spécialisée en NLP, les relations du knowledge graph, synonymie, rapprochement sémantique, etc., étaient-ils effectués essentiellement manuellement? Alors, on a déjà fait, en fait, en interne, on a utilisé nos équipes de data science pour travailler notamment sur la partie recommandation, où ils récupéraient toutes comment dire, les corrélations d'achat produits, et puis du coup suggéraient à les retrouver pour les produits qui étaient souvent achetés ensemble, quelles sont leurs entités sur le knowledge graph, et ensuite à les proposer au métier automatiquement. Tiens, c'est marrant, le barbecue se vend souvent avec du charbon. Est-ce que tu penses que le charbon est un accessoire ou un consommable? Et puis là, le métier n'avait plus qu'à cliquer. Donc, en fait, on a déjà pas mal travaillé avec l'équipe Data Science. Le problème, c'est qu'on a une équipe qui n'est pas non plus à taille. On a plein de sujets sur lesquels ils travaillent. Ils travaillent notamment sur le ranking. Ils travaillent sur différents algorithmes. Et on s'est dit que sur le sujet notamment de découverte de nouveaux, enfin, d'amélioration du knowledge graph, on pouvait aussi bosser avec des startups. Voilà. Donc c'est comme ça, on a commencé, on l'a pas fait que manuellement. Par contre, la modélisation des concepts au départ et la structuration des concepts, des taxonomies, surtout des taxonomies produits, elle est faite avec des workshops, avec des taxonomistes et c'est-à-dire que quand on commence à créer les taxonomies, c'est très important. Par contre, ensuite, l'enrichir et découvrir d'autres propositions, c'est bien si c'est fait un peu suggéré de manière automatique, parce qu'on ne peut pas forcément y penser à chaque fois, quoi. C'est difficile d'y penser, de penser à toutes les façons d'appeler un toilette, un truc. On va y penser, on va avoir deux synonymes qui vont venir, mais on va en rater plein. Alors que c'est plein d'opportunités d'enrichir le graphe pour pouvoir proposer des meilleurs résultats. Par contre, la structuration produit initiale, elle est, et même la structuration produit de base, elle est vraiment importante. Il faut le faire avec grande. Il faut le faire de façon très, très attentionnée. Okay. Enfin, c'est notre feedback. J'ai encore au moins 3 autres questions. Donc du coup, quelles connaissances avez-vous dû acquérir pour requêter le graphe avec pertinence? Alors, pour requêter le graphe avec pertinence, en fait, c'est une très bonne question. Donc déjà, ce qu'on promeut dans l'équipe, c'est que les équipes elles soient le plus formées possible. On a un très gros trafic, on a à peu près 50 millions de visites par mois rien qu'en France. Donc on a un gros challenge sur la performance. Donc toutes les équipes qui travaillent avec les solutions qu'on a, je voyais
on a Elasticsearch, Mongo et Neo, elles sont formées. Donc, elles ont fait toutes les formations en ligne qui sont proposées. Et puis, elles ont un appui fort à chaque fois de notre partenaire. La Neo4j, on a un appui fort avec eux. On travaille de façon fréquente lorsqu'on a des doutes ou des questions ou des challenges techniques. On a d'abord une équipe formée, c'est-à-dire que c'est indispensable qu'elles aient fait les tutoriels qui sont de bonne qualité, d'ailleurs fournis par les formations en ligne fournies par Neo. Ensuite, elles sont coachées, on travaille en pair programming, donc il y en a toujours un qui est un peu plus sachant, qui va accompagner le nouveau. Et puis, à chaque fois qu'on a une problématique, on n'hésite pas à faire appel à Neo pour challenger nos requêtes, nos modes de requête, quoi. L'important, c'est de vraiment bien comprendre le besoin de la requête, quoi. Il y a de l'itération, il peut y avoir il y a des cas très simples et des cas complexes, quoi. La question est bonne, il faut faire attention, en tout cas, que ça soit avec n'importe quelle base de données, c'est pareil, hein. La modélisation est sensible, donc si on va avoir des requêtes performantes, des fois il faut modifier la modélisation. Donc ça se fait avec un peu d'attention. C'est pour ça que nous, le knowledge graph, il n'est pas en front, il est en support des autres, quoi. Donc l'équipe, elle va peut-être se challenger pour remodifier son architecture. C'est pas forcément visible des autres équipes, comme le search et catégorie, qui vont requêter les services. Ok. Du coup, tu as mentionné Mongo et Elastic, etc. Du coup, j'ai une question qui demande quel est le rôle de Mongo spécifiquement par rapport à Neo4j. Alors, dans notre cas d'usage, en fait, on a un trafic, je disais, on a à peu près 50 millions de visites par mois. On a une grosse problématique de performance et de requêtes qui vont être similaires. Donc, Mongo, en fait, il va être bon quand on sait d'avance les résultats. Donc, il y a des requêtes. Par exemple, si vous allez afficher une page produit, pour nous, c'est pas une requête qui est complexe. Les données, elles sont déjà, on les connaît d'avance. Ça va être plus facile d'utiliser Mongo parce que Mongo structure ces données de manière aussi non, comment dire, structurée, mais de manière relativement, plus simple qu'une base de données SQL, quoi. C'est des collections qui sont donc ça donne plus de souplesse et elle répond très bien en performance également, mais elle répond plutôt à un usage alors, je dirais pas de cache, mais à un usage où on connaît d'avance le modèle. Donc si vous connaissez d'avance le modèle et que vous avez, en fait, la force de Neo4j, c'est de pouvoir répondre à plein de cas qui vont être vraiment des cas différents. On va croiser des données, on va avoir besoin d'une complexité de requêtage. Par contre, ça ne sert pas forcément, c'est pas le meilleur scénario si vous avez d'avance que vos données vont peu changer et que ça va vous allez les appeler toujours de la même manière. Dans ce cas, vous pourriez, c'est dans ces cas-là qu'on utilise Mongo. Donc en fait, c'est pareil pour Elastic, on utilise Elastic pour la recherche, mais on a un lien à chaque fois entre tous les cas d'usage, entre Elastic qui lui indexe du texte, mais ce texte, des fois, il va le récupérer de Neo pour avoir un texte enrichi par rapport à uniquement le texte des produits, quoi. C'est la puissance du knowledge graph. Après, sur nos pages catégories, par exemple, certaines fois, on va avoir un requêtage du knowledge graph qui va permettre d'avoir des données des données complexes qui ont un niveau de liaison fort, et ensuite on va l'exposer sur Neo parce qu'on sait qu'on va avoir que cette page, elle va être appelée 10 000 fois dans la journée et que ça va être à chaque fois la même page. Donc, bon, je ne sais pas si c'est très, très clair, mais j'espère avoir un peu éclairci. Et puis ensuite, voilà, le point fort de Mongo est plutôt de structurer des données qui vont relativement peu bouger dans le temps, un petit peu comme un cache, mais c'est un peu simpliste d'appeler ça un cache parce que c'est pas exactement le cas. Mais quand on sait d'avance le format des données qu'on va requêter, c'est plus simple d'utiliser Mongo. Quand on a plus de doutes et que la variabilité et la connexion des données peut varier, il vaut mieux utiliser Neo, quoi. D'accord. Autre question. Est-ce que vous représentez les personas, donc modèle marketing d'un type de client, dans les knowledge graph afin d'aider à faire de la catégorisation du client ainsi que de la cross-recommendation? Ouais, en fait, on a des ateliers du X pour pouvoir travailler sur les taxonomies et les modèles. Donc ça, oui. Alors, on n'a pas formellement des personas parce que
on a en fait 2-3 personas principaux donc qui sont connus, mais on a des ateliers du X qui sont faits en fonction, souvent en fonction du client. Souvent, pour l'instant, on s'attache principalement au client final non pro. Et ensuite, parce qu'en fait, on a différentes typologies de clients, mais Leroy Merlin est plus destiné aux clients particuliers, mais ils vendent aussi aux pros. Donc pour l'instant, oui et non, on a des ateliers du X. On n'a pas exactement un persona pour chaque cas d'usage, mais c'est parce qu'on a pour l'instant un profil client qui est quand même connu de tout le monde. Voilà. Mais je pense que c'est une très bonne idée de le faire, surtout si c'est en démarrage et qu'on a des doutes et des challenges. L'atelier du X collaboratif est bien parce qu'il permet d'avoir un consensus assez rapide et de démarrer sans qu'on remette en cause à chaque fois la taxonomie. Merci. Est-ce qu'un knowledge graph est monitorable et si oui, quelles sont les métriques que vous utilisez? Alors oui, il est monitorable. En fait, il y a pas mal de façons de le monitorer. Nous, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup démarré, donc on a quand même quelques indicateurs, donc notamment en fait, on a des indicateurs secondaires qui sont l'apport que ça a aux features. Et je pense que c'est quand même un bon indicateur parce que le knowledge graph, pour le knowledge graph, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a forcément un usage derrière. Donc, nous, on a commencé principalement avec le search. Et en fait, on monitore directement l'amélioration des algorithmes du search, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec des indications de pertinence et puis de taux de transfo et autres. Et ces indications-là, elles sont directement liées au knowledge graph. Donc, par exemple, elles ne sont pas forcément déployées partout. Imaginons que le knowledge graph ou les taxonomies n'aient pas été complètement développé dans tous les domaines métiers de Leroy Merlin. Imaginons que ça a été fait dans le jardin, mais pas dans l'outillage. Et ben lorsque les algorithmes de search se basent sur le knowledge graph pour améliorer ces requêtes, on va voir quelle est l'amélioration d'impact qu'il y aura sur le search grâce à cette amélioration du knowledge graph, quoi. Donc pour l'instant, c'est principalement comme ça qu'on le fait. Après, on monitore aussi la taille et l'évolution du knowledge graph parce que c'est important de savoir qu'il a une gueule homogène. C'est-à-dire que imaginez que vous avez ce qu'on a eu au départ. Hein. Quand on conçoit le knowledge graph, on a un domaine produit qui est large. On peut très bien avoir une partie de la taxonomie qui a été extrêmement bien faite avec des ateliers du X, avec des taxonomistes et du métier qui ont été vraiment dans le détail pour creuser toute la partie outillage. Et puis que sur le bâti, par exemple, il n'y a rien. Donc, c'est important de monitorer aussi l'homogénéité du knowledge graph, de voir à peu près quel est le remplissage qu'on a. Et sur ça, par exemple, on a aussi des indicateurs qui montrent tous les produits qui ne sont reliés à aucun concept. Donc, ça, par exemple, il y a un an, on avait, je ne sais plus combien de dizaines de milliers de produits qui n'étaient pas reliés à des concepts. Et du coup, on a fait tout un certain nombre de dashboards qui permettent de suivre ces produits-là et de donner du boulot, entre guillemets, au métier pour aller les lier, quoi. Créer des concepts ou alors lier ces produits à des concepts avec des règles ou alors aller creuser pourquoi ces produits ne sont pas liés. Peut-être que certaines fois, ils ont des problèmes de caractéristiques, de description et ainsi de suite. Donc oui, il y a pas mal de manières de monitorer. Je pense qu'il y a une partie de comment on s'assure qu'il y a une bonne qualité, une bonne homogénéité interne et quelle est la performance qu'il apporte au use case. Voilà, après, il y en a certainement plein d'autres. Hein. Très bien, merci. J'ai encore d'autres questions, mais on va en prendre une dernière avant de s'arrêter. En matière de réplication des données entre les différentes technologies, vous êtes sur quel ratio? Alors, de réplication des données entre les technologies. En fait, on n'a pas chaque. Enfin, c'est une bonne question, mais elle est difficile à répondre parce que on travaille donc en mode microservice, donc avec une méthodologie d'architecture qui s'appelle Domain Driven Design. Donc chacun des streams sur lesquels on travaille a un persona, un cas d'usage métier principal, quoi, un domaine métier principal. Donc en fait, il va sur la façon de penser de la méthodologie DDD, Domain Driven Design, elle est que
eux vont être autonomes sur la façon de modéliser leurs données. Et donc par exemple, l'équipe qui va travailler sur les catégories, ils vont avoir tout un certain nombre de besoins métiers sur les filtres, sur le ranking, sur un certain nombre de choses, et ils vont modéliser leurs données principalement pour ce cas d'usage. L'équipe Search, elle a d'autres contraintes, parce que souvent quand on recherche, on a des produits qui viennent de différentes catégories. Donc il faut choisir quel filtre on met, la pertinence entre en jeu. Dans une catégorie, tous les produits sont homogènes, donc le ranking qu'on va appliquer va plutôt être un ranking business. Alors que dans le search, on ne peut pas mettre un ranking business parce que la pertinence est plus importante, quoi. Imaginons qu'on tape perceuse, peut-être qu'on aura, je sais pas moi, 10 000 perceuses qui vont être tournées, enfin 10 000 produits qui vont être tournés avec le mot perceuse. En haut des résultats de recherche, si on a bien fait notre boulot, on devrait avoir des perceuses. Peut-être qu'en bas, on a des accessoires pour perceuses, quoi. Donc, si on mettait un ranking le même que sur catégorie, ça ne marchera pas. Donc, il y a toute une modélisation qui se fait par domaine de compétences. Et les transferts de données entre eux se font via Kafka. Et il y a un alignement qui est très régulier avec diverses méthodologies. On utilise une méthodologie qui est la sociocratie entre différentes équipes pour valider des règles d'architecture commune. Et puis voilà, donc il y a un taux de recouvrement et on laisse aux équipes le soin d'utiliser la technologie qui est le plus adaptée à leurs besoins. Voilà, c'est un peu une réponse de Normand, mais j'en sais rien. Moi, je pense qu'il y a peut-être 50% de recouvrement entre les trois. Après, c'est compliqué parce que Kafka va avoir des données aussi qui vont être en stream, mais qui vont quand même. Kafka stocke aussi les données. Sur Elastic, on est obligé de les stocker aussi si on veut pouvoir les servir sur le search. Donc, il y a un bon, peut-être plus. Hein, il y a un bon taux de recouvrement, mais par contre, on optimise beaucoup les serveurs et on a une équipe qui travaille sur du green ops pour à chaque fois regarder comment on peut réduire l'usage et ne pas être dans un truc qui soit monstrueux, quoi. C'était dans l'approche de bien designer les choses et que le graphe soit quelque chose d'utile et de performant plutôt qu'un monstre, un monstre qui apporte peu de valeur. Donc sur le graphe ou sur le reste, c'est vraiment la vision qu'on a. On a une équipe d'ops et dans chaque équipe, ils ont des indicateurs pour suivre un peu la performance, combien ça coûte leur service, parce que c'est du cloud, et comment est-ce qu'ils peuvent réduire l'usage. On a même réussi à transformer en équivalent CO2 tous les coûts de notre infrastructure pour avoir une estimation qu'on met dans des dashboards en mode combien de kilomètres de voiture ça coûte, et ça motive les équipes, c'est quand même intéressant. Et ça permet d'être un peu plus lean et de ne pas de stocker de la donnée pour stocker de la donnée, quoi. Merci.